Dans 3, 2, 1. Je crois que j'ai entendu un bang supersonique. Je crois qu'on a franchi le mur du son. 767 miles par heure, c'est la vitesse du son dans l'air. Et accélérer un projectile à cette vitesse, en utilisant un lanceur purement mécanique comme un trébuchet, est un rêve que je poursuis depuis plusieurs années. Au fond, un trébuchet, c'est juste une bascule. Un poids tombe sous l'effet de la gravité, ce qui fait tourner un projectile dans une fronde pour le libérer à grande vitesse. Mais il y a une limite de vitesse physique intégrée dans la conception traditionnelle de trébuchet, et c'est la gravité elle-même. Lorsqu'un poids tombe vers la Terre, il ne peut pas accélérer plus vite que 9,81 mètres par seconde carrée. Donc, si je laisse tomber ce poids d'environ 2 mètres de haut, il touche le sol à seulement 6,2 mètres par seconde. C'est moins de 2% de la vitesse du son. Et laisser tomber un poids plus lourd ne le fera pas tomber plus vite. Une autre façon d'éviter cette limitation due à la gravité est d'utiliser de grands élastiques, car ils peuvent produire d'énormes forces avec très peu de masse. Ils peuvent donc accélérer un projectile beaucoup plus vite. Et un trébuchet supersonique propulsé par élastique a été construit il y a quelques années. Maintenant, ce truc est complètement fou, mais j'ai toujours voulu en construire une qui laisse tomber un poids. Alors, construisons le premier trébuchet supersonique au monde, alimenté par la gravité. Pour les raisons déjà évoquées, ce ne sera pas une conception traditionnelle de trébuchet. Mais nous pouvons utiliser d'autres méthodes physiques pour transformer la force de la gravité pour obtenir des vitesses bien plus élevées. Vous voyez, la configuration à levier d'un trébuchet traditionnel, c'est un peu comme conduire une voiture en première. Il y a beaucoup de couples pour lancer de gros projectiles. Mais le poids atteint rapidement le bas de sa trajectoire, un peu comme taper dans le rupteur. Alors que cette conception va supprimer le couplage direct entre le poids et le bras principal. Donc le poids aura un peu plus d'avantages mécaniques, un peu comme passer les vitesses pour aller plus vite. Ainsi, le poids va glisser le long de cette partie haute du cadre et ensuite, sur l'autre moitié du cadre, nous pouvons installer l'axe auquel le bras principal sera fixé. Ensuite, nous pouvons relier le poids au bras principal à l'aide d'une corde pour créer un rapport, afin de convertir la grande force du poids, qui se déplace lentement, en une force légèrement moindre, mais avec une vitesse beaucoup plus élevée au niveau du bras. Pour obtenir ce rapport, le poids sera suspendu par un système de poulies 3 pour 1, ce qui signifie que je peux soulever le poids avec seulement un tiers de la force sur cette corde. Mais cela signifie aussi que cette corde se déplacera 3 fois plus vite que le poids lorsqu'il tombera. Et nous pouvons utiliser cette corde pour faire tourner le bras à très grande vitesse. Mais cela demande aussi de l'énergie. Et tout comme un volant d'inertie, un bras plus lourd nécessitera plus d'énergie pour bouger. Pour éviter cela, j'ai testé un bras prototype qui est relativement court et une fronde qui fait le double de la longueur du bras, ce qui est assez inhabituel pour un trébuchet. Mais cela fonctionne en enroulant la fronde autour de cette section courbée, gardant le projectile près de l'axe principal. Puis lorsque le bras tourne, le projectile se déroule autour de la courbe, frôle le sol et est projeté à son rayon maximal exactement au bon angle. Et cette conception permet de garder la vitesse de l'extrémité du bras relativement basse par rapport à la vitesse du projectile. Cela signifie qu'il n'a pas besoin de s'approcher de la vitesse du son, ce qui devrait aider à minimiser la traînée aérodynamique. Mais le bras doit être très solide pour résister aux énormes forces générées lorsque le projectile tourne à des vitesses supersoniques. Et il doit aussi être léger pour réduire la quantité d'énergie nécessaire à sa rotation. Je vais donc fabriquer le bras en fibre de carbone, que je peux découper avec ma fraiseuse CNC. J'ai d'abord conçu ce bras en forme de cadre en A et je l'ai soumis à des simulations de contraintes pour voir à quel point je pouvais l'alléger. Mais avant d'investir dans la coûteuse fibre de carbone, j'ai imprimé une pièce de test en 3D pour valider les calculs. Et j'ai immédiatement trouvé un problème. Comme la tension de la fronde va exercer une force vers l'arrière sur le bras, le bord avant du bras est en tension, ce qu'il gère parfaitement. Mais le bord arrière est en compression, ce qui provoque le flambage du bras. Évidemment, le plastique imprimé en 3D est bien moins rigide que la fibre de carbone. Mais aux vitesses que nous visons, nous ne pouvons prendre aucun risque. Pour corriger cela, sans ajouter de poids supplémentaire, j'ai retiré de la matière sur le bord avant du bras et renforcé l'arrière. Et ce nouveau design asymétrique a supporté une force légèrement supérieure. J'ai ensuite ajouté une deuxième entretoise transversale pour essayer de réduire encore plus le flambage, et elle a résisté à une force encore plus grande. J'ai ensuite essayé quelques autres conceptions avec des entretoises diagonales et des montants simples et épais. Mais la conception à double entretoise était la gagnante incontestable. Alors, fabriquons le bras. Maintenant, couper de la fibre de carbone est très dangereux. Plus précisément, la poussière est extrêmement dangereuse à respirer. J'ai donc installé un filtre HEPA personnalisé sur mon aspirateur et j'ai porté un masque anti-poussière adapté.
J'ai aussi constamment pulvérisé de l'eau dessus pour piéger les particules avant qu'elles ne soient en suspension dans l'air. Une fois terminée, la boue noire obtenue était un peu pénible à nettoyer. Mais cela a prouvé à quel point l'eau capturait bien la poussière. Et maintenant, nous avons un bras en fibre de carbone, parfaitement rigide, qui ne pèse que 116 grammes. Mais la fibre de carbone est terrible pour maintenir des roulements ou des filetages précis. J'ai donc usiné un moyeu en aluminium sur mesure, sur lequel le bras principal et le contre-bras peuvent être directement fixés, créant ainsi un ensemble à la fois solide et léger, qui devrait être équilibré pour réduire les vibrations. Pour faire tourner le bras à l'aide de la corde du système de poulie, nous avons besoin d'un tambour autour duquel la corde peut s'enrouler, et grâce à l'impression en 3 dimensions, nous avons la possibilité de concevoir un profil de tambour sur mesure pour optimiser le couple lors du lancement. J'ai donc conçu ce tambour conique qui commence avec un grand diamètre pour fournir beaucoup de couple au départ, puis se réduit à un diamètre plus petit pour augmenter la vitesse, un peu comme lorsqu'on passe les vitesses sur un vélo. Et cette pièce se fixe au bras avec 6 gros boulons pour renforcer la pièce imprimée en 3 dimensions, et l'ensemble peut ensuite glisser sur l'axe principal. Pour la corde de traction, j'ai choisi d'utiliser du polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé, souvent appelé Dynéma, qui, avec seulement 4 mm d'épaisseur, est conçu pour supporter une tension d'1,5 tonne. Elle devrait donc pouvoir supporter les forces de ce trébuchet avec un étirement minimal. Nous avons donc maintenant un bras léger qui peut être accéléré grâce à un poids tombant. Mais à cause du système de poulie à 3 pour 1, il faut 15 rotations pour atteindre la vitesse nécessaire. Nous avons donc besoin d'une méthode précise pour libérer le projectile à environ 2000 tours par minute. Et à cette vitesse, la fenêtre de libération n'est large que d'environ 2 millisecondes et demie. J'ai pensé à peut-être utiliser le poids qui tombe pour frapper un déclencheur au bas de sa chute. Mais alors ce déclencheur doit d'une manière ou d'une autre se connecter à un mécanisme de libération rotatif sur le moyeu. Et je ne voulais pas utiliser un système de libération électronique, car je voulais que ce trébuchet reste entièrement mécanique. Mais ensuite, j'ai réalisé que le déroulement de la corde de traction servait en fait de minuterie intégrée. J'ai donc intégré le clapet articulé directement dans le tambour, qui se place au-dessus de la corde une fois qu'elle est enroulée. Ensuite, pour relier ce clapet au mécanisme de libération du projectile, il y a un canal interne à travers le tambour pour faire passer une ficelle. Et la ficelle relie le déclencheur du clapet à un loquet à billes à ressort sur le côté du moyeu. Ainsi, lorsque le bras commence à tourner, le projectile est solidement verrouillé en place, mais à la fraction de seconde où la corde finit de se dérouler, le clapet s'ouvre et le projectile est libéré. Au départ, j'avais prévu d'utiliser une bille en acier de 10 mm comme projectile. Mais une bille en acier supersonique est essentiellement une balle. Donc pour que ce soit un peu plus sûr, je vais plutôt fabriquer les billes par impression en 3 dimensions. Cela me permet d'ajuster parfaitement le poids et le diamètre, et la densité plus faible signifie qu'ils perdront de l'énergie beaucoup plus rapidement dans l'air et ne parcourront pas une aussi grande distance. Mais le projectile n'est pas la seule chose qui va devenir supersonique. La fronde doit aussi voyager avec lui, et à de telles vitesses, la traînée aérodynamique peut devenir un énorme problème. J'ai donc trouvé une corde Dynéma, beaucoup plus fine, d'1 mm de diamètre, et étonnamment, ce matériau est quand même conçu pour supporter 130 kg. Ensuite, pour fabriquer la poche de la fronde, j'ai épicé 2 longueurs de corde pour former une boucle qui servira de structure principale et qui enveloppera la balle. Et j'ai ensuite utilisé une corde plus fine pour créer un motif en zigzag afin de maintenir le projectile. Car il est essentiel que la balle ne tombe pas pendant le lancement. Sinon, elle pourrait partir en arrière, ce qui ne serait pas idéal. Le système de libération de la fronde au bout du bras est exactement comme sur n'importe quel autre trébuchet. Une extrémité est fixée en permanence au bras et l'autre s'enroule autour d'une goupille lisse. Donc, lorsque le projectile tourne dans la fronde, la boucle glisse hors de la goupille et la fronde s'ouvre, libérant le projectile. Quand je construis un système mécanique comme ce vélo, tout tourne autour de la prévisibilité. Si je mets les bonnes pièces au bon endroit, je sais que j'obtiendrai très probablement les résultats que je vise. En revanche, quand il s'agit de la bourse et de l'investissement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il manque cette structure d'ingénierie et cela ressemble souvent moins à un système logique qu'à regarder des chiffres et à essayer de deviner. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. On vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. Donc je cherchais une plateforme qui évite d'avoir à deviner et qui soit beaucoup plus structurée. C'est là que Mintos entre en jeu. Avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts. Le rendement attendu de chaque prêt est déterminé à l'avance et les versements peuvent arriver chaque jour et constituer un revenu passif. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon de placement, pays et devises. Et si je veux moins d'intervention manuelle, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, donc je n'ai pas besoin de rester collé à l'écran en permanence. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts
est de presque 11%, ce qui est un chiffre plutôt solide pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne en vertu de MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Le lien se trouve dans la description où vous pouvez scanner le code QR à l'écran. Avec Mintos, on a moins l'impression de deviner et plus celle de travailler avec un système où le rendement attendu est connu à l'avance. Alors ne ratez pas cette opportunité. Et maintenant, revenons à la vidéo. D'accord, aujourd'hui c'est le jour des premiers essais. Je vais juste tester tous les mécanismes de déclenchement. Alors si je le remonte 2 fois, juste pour mettre le loquet en position. Ensuite, attachez-le. Corde de libération. Nous devrions pouvoir attacher la fronde. Donc, la fronde s'enroule autour de l'autre extrémité. Et la balle se clipse en position, tout simplement. D'accord, c'est verrouillé et chargé. C'est parti, tu es prêt? 3, 2, 1. Oh mon Dieu, c'était Oh tellement mon Dieu. rapide que je n'ai même Oh pas mon pu Dieu. voir. Oh, on en a trouvé une partie. Tu l'as? C'est un peu bancal. Alors ça a rebondi sur un des troncs. Sympa. Voir ce truc se lancer pour la première fois était incroyable. Le poids de 10 kg a accéléré le bras jusqu'à 1100 tours par minute en 1,3 secondes et a libéré le projectile à 528 km/h. Ce qui est un nouveau record personnel. Mais il y a un problème. Avec le poids levé à sa hauteur maximale, la machine emmagasine 192 joules d'énergie potentielle gravitationnelle. Et lorsque le poids tombe, cette énergie potentielle est convertie en énergie cinétique à mesure que le poids et le bras gagnent en vitesse. Puis, au moment où le projectile est libéré du moyeu, le poids n'a plus que 22 joules d'énergie potentielle et a gagné 10 joules d'énergie cinétique. Donc la majeure partie de l'énergie a été transférée au bras, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin. Cependant, l'énergie totale restante dans le trébuchet n'est que de 110 joules, ce qui signifie qu'il a perdu près de 43 joules de l'énergie potentielle initiale rien que pendant l'accélération du bras. Ensuite, lorsque le projectile tourne dans la fronde, il est libéré avec une énergie cinétique de 65 joules, ce qui donne une efficacité globale de seulement 34%. Maintenant, la raison pour laquelle c'est un problème, c'est que j'ai conçu tous les composants de ce trébuchet pour supporter un poids de 40 kg. Et avec la hauteur de chute actuelle et la taille du projectile, cela signifierait une efficacité d'environ 50%. Et à mesure que nous augmentons la vitesse, l'efficacité ne fera que diminuer. Comme la majeure partie de l'énergie semble être perdue lors de l'accélération du bras, je veux le rendre plus aérodynamique. Donc, j'ai imprimé en 3D un bord d'attaque affûté pour aider le bras à fendre l'air. Et j'ai aussi enveloppé l'ensemble avec un film de recouvrement pour modèle réduit d'avion afin de couvrir les interstices. Et si nous faisons un test de rotation côte à côte, en utilisant seulement le poids de la poulie, il semble tourner à des vitesses similaires. Mais après 6 rotations, la traînée sur l'ancien bras commence à le ralentir. Et à la fin de la chute, le nouveau bras aérodynamique a une rotation complète d'avance, ce qui nous donne une augmentation de 12% du nombre de tours par minute. J'ai alors pensé que je devais aller plus loin, et comme l'extrémité du bras tourne le plus vite, j'ai remplacé la tâche encombrante de la fronde par une nouvelle version aérodynamique. Et j'ai aussi réalisé que le guide de la fronde à l'autre extrémité du bras pouvait agir comme une prise d'air, emprisonnant de l'air à haute pression. J'en ai donc imprimé à nouveau avec des évents pour laisser l'air s'échapper. Et les résultats ont été assez surprenants. Ce nouveau montage a terminé une rotation et demie complète d'avance sur le bras d'origine, avec une augmentation de 17,8 tours par minute. Et ça, seulement à basse vitesse. À pleine puissance, la traînée aérodynamique augmente de façon exponentielle. Donc, la différence sera énorme. Je me suis aussi rappelé que chaque gramme à l'extrémité du bras réduit également le nombre de tours par minute, car il faut plus d'énergie pour accélérer. Alors j'ai repensé le support de la fronde pour qu'il soit entièrement imprimé en 3D, en retirant la plupart des pièces métalliques et en réduisant le poids de 40%. Mais je n'étais pas sûr que le support de fronde imprimé en 3D puisse résister aux énormes forces lors d'un lancement supersonique. Donc il faut le tester. Maintenant, mon dynamomètre numérique atteint un maximum de 500 newtons, mais la tension de la fronde pendant le lancement pourrait atteindre
jusqu'à 800 newtons. Donc pour le tester en toute sécurité, j'ai utilisé l'avantage mécanique du système de poulie à rapport 3 pour 1 intégré dans le trébuchet lui-même. Ainsi, pour chaque newton affiché sur la balance, la pièce imprimée en 3D subit 3 newtons. Et avec suffisamment de tension pour simuler un lancement supersonique, elle a parfaitement tenu le coup. Donc avec toutes les nouvelles modifications aérodynamiques du bras, il ne reste plus qu'une chose à optimiser. Le tambour de transmission d'origine laissait de l'énergie inutilisée, car il ne soulevait le poids que d'1,70 m, ce qui n'exploite pas pleinement le châssis. J'ai donc repensé le tambour avec un nouveau profil conique qui comporte désormais plus d'enroulement sur le plus grand diamètre pour fournir plus de couple initial, et un diamètre final 20% plus petit pour, espérons-le, augmenter la vitesse finale. Et maintenant, quand j'enroule le tambour, il soulève le poids jusqu'à 1,90 m, stockant ainsi 12% d'énergie potentielle gravitationnelle en plus. Ce qui signifie que nous n'avons maintenant besoin que d'un rendement d'environ 46% pour atteindre la vitesse supersonique. J'ai aussi acheté du filament biodégradable pour imprimer en 3D de nouveaux projectiles, car les chances de retrouver une bille de 20 mm après l'avoir lancée à une telle vitesse seront presque nulles. Donc, ces billes devraient se biodégrader en quelques semaines. Mais avec toutes ces modifications, est-ce qu'on peut vraiment franchir le mur du son? Eh bien, aujourd'hui, on va, espérons-le, le découvrir. Donc, j'ai installé le trébuchet pour qu'il vise directement ce champ. Il y a environ 5 km ou 3 miles où il n'y a que des champs, même au-delà de cette rangée d'arbres là-bas. Donc, on devrait pouvoir franchir le mur du son en toute sécurité. Si on y arrive. D'accord, c'est parti. Premier essai de lancement avec 10 kg. Dans 3 secondes, 2, 1. Waouh! On ne s'en lasse jamais. Avec le même poids de 10 kg que lors du test précédent, le nouveau bras aérodynamique a atteint 1248 tours par minute et a lancé le projectile à 394 miles par heure, soit 20% plus vite qu'avant, avec une efficacité globale de 43,7%. Un peu en dessous de l'idéal de 46%, mais voyons ce que ça donne avec plus de poids. Il est donc temps d'augmenter le poids de 10 kg à 20 kg. Dans 3, 2, 1. Rien n'est cassé. Il est temps de passer à 30 kg. Dans 3, 2, 1. Alors maintenant, il est temps de faire le test avec 40 kg. Ce qui, selon mes calculs, devrait devenir supersonique. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Test à 40 kg. Dans 3, 2, 1. Je ne crois pas, je ne pense pas que ça ait marché, non? Malheureusement, non, ça n'a pas marché. Mais c'était pas loin. Le poids de 40 kg a accéléré le bras jusqu'à 2336 tours par minute et a libéré le projectile à 716 miles par heure, soit à seulement 51 miles par heure du mur du son, avec une efficacité globale de 39%. Mais avec le léger retard dans le lâcher de la fronde, c'est impressionnant de voir la balle frapper le sol dans un nuage de poussière. Donc rien n'est cassé. Elle a quand même été lancée avec succès, elle est juste descendue un peu. Il semble qu'à mesure qu'on augmente le poids, l'angle de largage diminue, donc je l'ai avancé légèrement là-haut. Je vais essayer 50 kg, parce que ça n'a pas créé de bang sonique. Le seul problème, c'est que il n'a jamais été conçu pour supporter autant de poids. Et aussi, j'arrive pas à mettre l'équipe sur les poids. Donc je dois juste espérer qu'il ne tombe pas. 50 kg? Est-ce que ce n'est pas un peu trop? Jamais. Très bien, c'est parti. 50 kg. Soit ça casse, soit il y a un bang supersonique. Espérons que ce soit un bang supersonique. 3, 2, 1. Je crois que quelque chose s'est cassé. Oh, la fronde s'est rompue. Comme prévu, 50 kg dépassait juste la limite de conception de ce trébuchet, ce qui montre à quel point notre marge de manœuvre est serrée. Et en regardant aussi le test avec 40 kg, le bras était lui aussi assez proche de sa limite. Donc, afin de réduire les charges sur le trébuchet, et aussi l'énergie cinétique nécessaire pour atteindre le mur du son, je vais réduire la masse du projectile de 6 g à 4 g.
qui a aussi un diamètre plus petit, pour moins de traîner. Aussi, après le test avec 50 kg, le loquet du moyeu s'est cassé, parce que lorsque la fronde a claqué, toute l'énergie du poids a été transférée dans le moyeu, qui s'est enroulé autour du loquet et l'a arraché. Donc j'ai imprimé encore un nouveau tambour, avec un profil de rainure différent qui augmente en fait de diamètre sur la dernière rotation, parce que j'ai remarqué sur les images au ralenti que la vitesse la plus rapide du projectile était à ce moment-là de la rotation. Donc l'augmentation finale du diamètre devrait donner un dernier petit coup de pouce au couple. Et ce nouveau tambour a aussi un nouveau mécanisme de déclenchement, qui est simplement une boucle de ficelle accrochée à la corde motrice et fixée à une goupille, ce qui ne permet aucun réglage du point de libération. Mais il devrait être plus fiable et ne se cassera pas s'il s'en mêle dans la corde motrice après le lancement. Alors, allons faire un autre essai. Ça doit être la bonne. Allez. D'accord, c'est parti. Espérons que ce soit un trébuchet supersonique. Dans 3, 2, 1. Je crois que j'ai entendu un bang sonique. Je crois qu'on a franchi le mur du son. J'ai entendu un écho là-bas et là-bas. Rien n'est cassé. Je crois qu'on vient de franchir le mur du son. Lorsque le poids tombe, il accélère le bras jusqu'à 2342 tours par minute, avec une vitesse en bout de bras de 274 miles par heure. Et lorsque le projectile quitte la fronde, il parcourt 1,94 mètres en seulement 5,6 millisecondes, atteignant une vitesse finale de 346,4 mètres par seconde, soit 776 miles par heure. Juste 9 miles par heure au-dessus du mur du son. J'ai commencé à faire les calculs pour ce projet il y a presque 6 ans, et je construis des trébuchets depuis l'âge de 12 ans. 3, 2, 1. Mais je n'ai jamais pensé que je pourrais réellement en construire un qui atteindrait la vitesse supersonique. Cependant, grâce à l'accès à des outils d'ingénierie modernes, comme les logiciels de conception assistés par ordinateur, une fraise CNC faite maison, qui peut découper des métaux et de la fibre de carbone, et les possibilités infinies de l'impression 3D. Le trébuchet supersonique est maintenant devenu une réalité. Merci beaucoup d'avoir regardé.